Mesdames et messieurs, bonsoir. Chemin critique s'attaque à du lourd aujourd'hui. Nous allons parler des choses très très graves, des choses qui concernent l'avenir de l'Afrique, notre continent, des choses qui concernent notre avenir, c'est de nos enfants et pourquoi pas celui de notre lignée en tant qu'espèce humaine. Nous sommes ici donc avec ces devoirs de mémoire autour d'un prétexte. Le prétexte d'aujourd'hui, c'est les livres qui viennent d'être publiés. Un livre qui ne m'a pas du tout laissé dormir. J'ai vraiment angoissé. Ce livre est sorti. Un livre est publié par l'Institut africain d'études prospectives. Je voudrais prendre d'abord ce livre-là. Le livre est écrit L'Afrique appartiendra-t-elle aux Africains en 2063 ? Une question très angoissante. Comment peut-on se poser une question comme ça ? L'Afrique nous appartient. Mais si l'auteur se demande si ça nous appartiendra en 2060, c'est qu'il est en train d'observer un phénomène, le phénomène de dépossession des terres africaines et l'entrée des autres peuples. N'oubliez pas que certains continents étaient peuplés par d'autres peuples, comme l'Amérique, par les Indiens. Aujourd'hui, l'Amérique est aux Américains qui sont venus de l'Europe et du monde entier. Donc, c'est un phénomène important. J'ai donc ce livre-ci qui est en réalité une réponse à l'actualité du plaidoyer de Cheikh Anta Diop pour les États-Unis d'Afrique noire, comme solution à cette perte. Pour en parler, je suis allé chercher loin, vraiment loin, mes amis. D'abord, l'auteur lui-même, qui est sur ce plateau, monsieur Dr Emmanuel Kabon Malou, que je salue. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Yawili. Merci de m'appeler affectueusement de cette manière. Vous êtes maître de recherche à l'INADEP, l'Institut africain d'études prospectives. Vous êtes professeur full à l'Université pédagogique nationale. Vous écrivez beaucoup, vous êtes philosophe à l'origine, et aujourd'hui, vous êtes en train de construire une bibliographie. Des livres sortent presque chaque année, où vous êtes en train de parler de l'Afrique et de la conscience, de la mémoire de la conscience africaine. En face de vous, je suis allé aussi puiser dans les archives humaines, parce qu'on appelle ça comme ça, des hommes de puissance, des hommes de connaissance, les professeurs Moubabing et Biloloa Kalouka. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Professeur, vous êtes égyptologue, vous êtes philosophe aussi, spécialiste en religion africaine. Vous avez écrit beaucoup de livres. Aujourd'hui, votre notoriété n'est plus à présenter. J'ai aussi quand même un petit 2-3 livres. Vous avez écrit Héritage du discours théologique négro-africain. Vous avez écrit aussi vers un dictionnaire Chikam copte Luba, la bantuité du vocabulaire égyptien copte, dans les essais de Hamburger et d'Obenga. Donc voilà, nous sommes dans cette lignée-là, la lignée de Cheikh Anta Diop. Et Kassa le Jubikila dans les Chikam. Voilà. Nous allons donc avec mes deux invités discuter un tout petit peu, parler de cet ouvrage. Je vous parlerai quelques extraits. J'espère que dans les jours qui viennent, cet ouvrage va être baptisé publiquement et il sera présenté totalement. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques extraits. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, parce que nous parlons de Cheikh Anta Diop, il faudra donc lui rendre hommage pour le travail immense, le travail important, le travail des titans, un travail qu'il a fait dans le sens contre le courant de la pensée. Il était méprisé, il était humilié, il était pratiquement ignoré, mais la force de ses convictions et la science qu'il a proférée ont triomphé. Aujourd'hui, on ne peut plus se parler de Cheikh Anta Diop que dans l'admiration. Nous allons d'abord le suivre dans un extrait, et avant que je revienne à mes invités au livre, Cheikh Anta Diop nous parle dans quelques instants. Il était, je crois, dans une conférence en Afrique quelque part, il y a une trentaine d'années. Nous le suivons et puis je reviens vers vous. Cheikh Anta Diop. Tu t'es jeté dans la bataille, tu t'es exténué, pourvu que nous puissions marcher. Un mot seulement sur les savants qui ont été en Égypte pour s'initier. Le premier en date, c'est bien sûr c'est Thalès. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, Thalès est allé en Égypte. Lorsqu'on parle de Thalès qui fait des arpentages, n'est-ce pas, et des mesures devant la grande pyramide, c'est vraiment une idée grotesque. Il faut ignorer presque tout de la civilisation égyptienne pour pouvoir soutenir des légendes de ce genre.
Mais ce qui est sûr, c'est que Thalès est allé en Égypte et qu'il s'est initié, n'est-ce pas, à la science égyptienne. Et à cette époque-là, la Grèce était à l'état fruste. Il ne faut pas l'oublier. La science égyptienne est née, justement, sous la protection de l'État. Elle s'est développée au service de l'État parce qu'elle était indispensable pour la maîtrise de la nature dans la vallée du Nil. Donc la science était une tradition africaine, égyptienne. Par contre, toute la tradition grecque s'opposait à l'innovation, il ne faut pas l'oublier. Pythagore, Socrate est mort en buvant la ciguë, et vous savez qu'on l'avait soupçonné tout simplement de s'écarter de la morale de la cité et d'adopter donc des idées universalistes qui risquaient de saper les bases institutionnelles de la cité grecque. La Grèce, même celle de Platon, n'a jamais dépassé le cadre d'une cité. L'Égypte avait créé, l'Afrique avait créé pour la première fois un État-territoire groupant plusieurs cités, avec des institutions particulières, avec une toute autre philosophie politique, qui s'oppose point par point à l'individualisme septentrional hérité des steppes eurasiatiques. Donc, c'est Thalès qui va d'abord en Égypte, qui s'instruit de la mathématique égyptienne et qui a introduit la géométrie en Grèce. Mais la science était une nouveauté en Grèce qui n'était pas acceptée par la religion et la tradition grecque. La société la plus intolérante de l'Antiquité jusqu'à la Révolution populaire, jusqu'au triomphe des plèbes, c'est la société grecque. Étudier les structures sociales et la répression féroce de tous les novateurs. Anaximandre a failli, Anaxagore a failli être tué. C'est parce qu'il était l'ami de Périclès, et c'est Périclès qui l'a sauvé de justesse. Aristote s'est enfui, il a failli être tué. Platon s'est enfui, il a failli être tué. Socrate a été tué. Voilà la société grecque et son attitude à l'égard de ses savants. L'innovation philosophique, l'innovation scientifique, on n'en veut pas. Ce sont des notions étrangères aux structures sociales grecques. Jusqu'à la Révolution. L'élément porteur d'avenir de la société grecque, ce n'était pas son aristocratie. C'était la plèbe, les sans-feu ni lieu, qui n'avaient aucun droit, qui vivaient à l'extérieur des cités. Voilà, c'est un extrait juste d'une conférence qu'il a eue en 1985, il y a des années cela. Et avant de vous donner la parole, j'ai lu juste un extrait, parce que là, il dit effectivement que la science est née en Égypte. Aujourd'hui, cette Égypte c'est convenu que c'était une Égypte pharaonique nègre. Vous dites dans votre livre, et c'est la question que je vous pose, c'est pourquoi le renvoi de la conscience politique africaine à son passé pharaonique et post-pharaonique présente un intérêt non point théorique, mais essentiellement pratique. En effet, porteuse d'une identité africaine autonome, autochtone, la classe politique africaine pourra doter les sciences exactes des moyens importants pour son expansion, tandis qu'en ce qui concerne les sciences humaines, le retour sur l'Égypte ancienne permettra aux sciences humaines africaines de se bâtir encore des sciences. Vous citez Cheikh Anta Diop qui écrivait, et vous le citez, vous dites « Pour nous, le retour à l'Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire, pour bâtir un corps de sciences humaines modernes, pour rénover la culture africaine. Loin d'être une délectation sur le passé, un regard vers l'Égypte antique est la meilleure façon de concevoir et bâtir notre futur culturel. L'Égypte jouera dans la culture africaine repensée et rénovée le même rôle que les antiquités gréco-latines dans la culture occidentale. Professeur Emmanuel Kabong-Malou, c'est à vous maintenant la parole pour réagir non seulement à cette évocation, c'est que vous êtes très très proche de Cheikh Anta Diop, mais vous proposez les retours
de l'Afrique à cette Égypte et vous en faites une des conditions pour la construction de l'Union des États-Unis d'Afrique. Oui, merci beaucoup. Vous savez que un pays, pour dominer un autre pays, ce n'est pas seulement par les armes. C'est surtout par une sorte de destruction culturelle. C'est-à-dire, on commence par vous dire que vous n'avez rien créé dans l'histoire, vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez rien inventé. Ce faisant, on vous donne l'impression que vous êtes des gens de nulle part. C'est-à-dire, parce que quand quelqu'un n'a pas d'histoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'existence réelle. Et on vous nie la capacité d'avoir produit de la science, d'avoir produit des sciences humaines. On vous nie tout ça, c'est-à-dire on détruit tout votre cadre culturel. Ça permet à l'exploitant, ça permet au dominateur de vous prendre non seulement votre sang, mais aussi votre cerveau. C'est ce que Cheikh Anta Diop dit, qu'il faut que nous puissions rétablir la vérité historique. Parce que ceux qui nous ont dominés depuis le 14e, 13e siècle, à partir de la traite négrière, puis la colonisation, et aujourd'hui avec la mondialisation, utilisent les mêmes méthodes, c'est-à-dire la déstructuration culturelle de l'être. C'est quand un homme est détruit culturellement, c'est-à-dire quand on lui a donné l'impression, quand on l'a convaincu qu'il ne vaut rien, qu'il n'a rien produit dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de responsabilité historique. C'est-à-dire qu'il ne peut rien se faire prévaloir, que cet homme-là devient un objet, c'est-à-dire il devient un objet dans les mains de l'exploitant, qu'il exploite, qu'il les tue, tout ce que nous subissons ici. Ceci dit, c'est pour dire que nous les Africains, nous devons nous réveiller. Nous devons être convaincus de la nuisance de l'Occident sur nous. L'Occident n'a jamais été avec nous une société égalitaire, c'est-à-dire une société des gens qui nous prennent avec respect. Et c'est toujours idiot de croire que non, l'Occident va changer. Non. Ces gens-là nous ont fait la traite négrière pendant 4 siècles. Vous savez ce qu'on appelle la traite négrière? Ça signifie qu'on poursuit les enfants et les femmes comme des animaux. On les poursuit dans la forêt avec les armes, on les prend, on les met dans des cales, et puis on les fait faire un voyage de 6 mois dans des cales, sans manger, en prenant de l'eau de mer. Vous savez ce qu'on appelle la colonisation? C'est quelqu'un qui vous convainc que votre travail, c'est les travaux forcés. On vous force à vous-même à travailler, à vous exploiter. Donc, c'est qu'Anta Diop nous propose ceci. Il dit l'exploitation est trop forte. Et il nous a amené à ce qu'on appelle l'hétéronomie de la conscience politique. C'est-à-dire, à force d'être dominés, à force d'être exploités, nous avons fini par nous convaincre que nous sommes vraiment rien. Que nous sommes vraiment rien. Et que quand on donne le pouvoir politique, les pouvoirs politiques, quand nous les élisons, et ne prennent pas des décisions en fonction de nos propres problèmes, en fonction de nos intérêts. Ils demandent à la Belgique, ils demandent aux États-Unis, ils font des voyages. Ce faisant, ils oublient les problèmes que nous avons. Quels sont les problèmes que nous avons? C'est la science, comme il dit Cheikh Anta Diop. C'est la science qui développe la société, c'est-à-dire la capacité instrumentale, la capacité de produire la pensée. Mais cette science-là, comme on le dit, a besoin de moyens. Pourquoi est-ce que dans nos universités, aujourd'hui, quand vous y allez, il n'y a que des petits cours théoriques, il n'y a pas de laboratoire où les gens peuvent produire la vraie science qui résout les problèmes des sociétés. Pourquoi? Parce que nos hommes politiques ont ce qu'on appelle une hétéronomie de la conscience politique. C'est-à-dire, ils ne pensent pas qu'il faut mettre de l'argent dans la science. Nous allons tout à l'heure continuer avec vous. Oui. Je reviens un peu au professeur Bilolo. C'est vrai, comment vous en êtes arrivé, vous, à l'égyptologie? Parce qu'en fait, proposer de rentrer en arrière, aujourd'hui, peut-on dire que... Pas de rentrer en arrière. Oui, évidemment, parce que l'égyptologie... Et récapturer sa mémoire historique. Vous l'avez dit, je crois que je l'ai même dit. Vous l'avez même dit, mais laissez-moi d'abord commencer un peu avec le professeur Bilolo. Professeur Bilolo, vous avez aujourd'hui les certitudes que vous avez pu établir en faisant des études profondes sur l'égyptologie. Aujourd'hui, vous pouvez valider les thèses de Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, je peux valider
les thèses de Cheikh Anta Diop, je constate que, au fond, l'école, c'est l'école de mensonges. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, on les détourne. Au fond, on aurait pu les comprendre si on pensait dans des catégories militaires. Un ennemi vient vous voir et puis vous donnez l'éducation de vos enfants à votre ennemi. C'est-à-dire, L'Européen ou le Miropa, comme je l'appelle, qui est venu en Afrique, n'est pas venu comme ami, mais il est venu comme ennemi, qui voulait anéantir les Noirs, les Cam comme nous les appelons, comme on a anéanti les Amérindiens. Alors maintenant, on a confié l'éducation à nos ennemis. Donc c'est comme si les Congos prenaient les enfants et les confiaient à M23. Enfin, je blague un peu, mais c'est ça l'image. Vous prenez vos enfants pour leur éducation. C'est M23 qui forme vos militaires. C'est M23 qui donne à vos militaires ceci, cela, même la langue, etc. Vous voyez, qu'est-ce que vous aurez comme résultat? Et nous sommes dans cette situation. Il faut que nos gens comprennent. Nous avions découvert déjà depuis longtemps que tout ce qu'on nous enseignait, c'était faux, c'était superficiel, c'était, comme le dit Cheikh Anta Diop, ahistorique. Ahistorique signifie, ça n'a pas de fondement historique. On vous a inventé ici les histoires de temples, ainsi de suite. Non, ce sont des blagues. Parce que nous avons des textes historiques, comme les textes des pyramides, que notre président a eu l'occasion de lire, pas de lire, mais du moins de voir quelques traces en visitant les pyramides. Il était en Égypte, il a vu les pyramides, il a vu les sphinx, ainsi de suite. Donc nous avons des monuments qui partent de là. Dans ces pyramides, vous avez des écrits qui sont aujourd'hui compilés comme des textes des pyramides. C'est plus volumineux que la Bible qu'on utilise au Congo. Après ça, vous avez donc les textes de sarcophages, les textes des morts, ainsi de suite. Nous avons une grande littérature africaine, et Cheikh Anta Diop avait raison, et son génie, c'était à cette époque-là. Vous savez, nous sommes en 1950, 52, ainsi de suite, 52, c'est la sortie des livres et autres, mais vers cette époque-là, s'attaquer à l'omnipuissance de Miropa, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, dire vous êtes des menteurs, vous êtes en train de fausser l'histoire. Il fallait du courage, le courage d'un homme, d'un Africain 100% qui s'était assumé, mais aussi le courage d'un intellectuel de dire qu'on est en train de tromper ma race. J'utilise bien le terme de la race. Parce que c'est l'homme noir qu'on trompait. Et cet homme a dit non, c'est faux toutes les bêtises que vous êtes en train de raconter. Nous sommes aujourd'hui conscients qu'il avait raison, et effectivement c'est pour cela que nous donnons des petits exemples que tous les Congolais comprennent. Quand je parle de Kassalou Jibikila dans Chikam, ouvert les dictionnaires copte, évidemment, Luba, etc. Nous avons aujourd'hui des preuves historiques. Quiconque veut prouver le contraire, il va devoir nous prouver pourquoi les Chibantou, moi je appelle ça les Tchitchaka, est égyptien. Parce qu'il n'y a que les Tchitchaka qui est égyptien. Nous allons revenir tout à l'heure sur cette question importante.
Dans les livres dont nous parlons aujourd'hui, les livres écrits par Emmanuel Kabongo, il dit la recapture de la conscience historique vise à restaurer l'autonomie de la conscience politique africaine. Et parce qu'il s'agit de conscience africaine, nous allons demander à un autre philosophe qui nous a malheureusement quitté l'année passée, Kamana, qui revient à une émission qu'il avait accordée à Télé 7 à l'époque sur la conscience historique. Qu'est-ce que ça a comme importance par rapport à l'Afrique? Suivons les profs philosophes Kamana. Bonsoir une fois encore. Nous voulons à ce que ceux qui vous connaissent à travers les écrits comprennent votre pensée. Pouvez-vous nous dire dans quelques mots le compte de votre pensée en tant que philosophe? Que tout penseur est toujours préoccupé par une question fondamentale qu'il analyse, qu'il décortique, qu'il rumine afin d'en donner une conscience forte à ceux qui le lisent, à ceux qui l'écoutent. Et ma préoccupation fondamentale a toujours été celle de la crise de l'Afrique. La crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans pratiquement tous nos pays. Une crise globale, multidimensionnelle, qui nous atteint autant dans notre être spirituel et éthique que dans notre être politique et économique et dans nos capacités à inventer l'avenir. Toute une partie de mon œuvre est une analytique de cette culture-là, de cette culture de la crise. Et quand je parle de l'analytique de notre culture de la crise, il s'agit de nous comprendre nous-mêmes en tant que nous sommes déterminés, conditionnés par certaines modalités d'être que j'analyse et que j'ai analysé progressivement de livre en livre. D'où vient cette crise? C'est de remonter beaucoup plus loin qu'on pense pour comprendre ce qui arrive à l'Afrique aujourd'hui, de remonter jusqu'aux sources même de notre civilisation africaine. Cette source qui est l'Égypte pharaonique. Et je cherche, à travers toute ma pensée, je cherche à montrer comment notre crise est avant tout une rupture avec l'esprit pharaonique qui a constitué la force primordiale de l'Afrique en tant que telle. Être coupé de l'Égypte pharaonique, c'est être coupé de l'esprit de créativité qui a fait de l'Afrique non seulement le berceau de l'humanité, nous avons été à la source de la civilisation, à la source du savoir, à la source de l'éthique, à la source de la spiritualité. Et tout d'un coup, par une catastrophe inimaginable, nous avons été coupés de cet esprit-là. Notre crise s'enracine dans cette coupure, dont la dimension la plus visible est le désert qui nous sépare aujourd'hui de... Voilà, Kamana, d'heureuse mémoire et une grande personnalité. Il vous rejoint. Où que l'on aille, les évidences s'installent. Alors, rentrons quand même un peu dans les livres. Et je voudrais vous demander vraiment de nous rendre un résumé. Vous dites effectivement que l'Afrique ne peut ne pas nous appartenir en 2063. Déjà que nous sommes coupés de notre source originelle, donc de notre force puissante qui était l'Égypte pharaonique. Maintenant, on va nous couper de nos terres, oui. Professeur. Donc, la descente aux enfers est inévitable. Oui, merci beaucoup. En fait, la question fondamentale que pose l'œuvre de Cheikh Anta Diop est celle-ci. Quelles sont les conditions qui ont fait que l'Afrique a été une grande puissance pendant
10 000 ans. 10 000 ans. Et que l'Afrique a régné sur le monde pendant 10 000 ans, que l'Afrique a inventé les sciences, a inventé les mathématiques, la chimie et tout ça. La réponse est simple. L'Afrique a été puissante parce qu'elle vivait dans l'unité. L'Afrique a été puissante parce qu'elle vivait sur la base de sa propre culture, sur la base de sa propre langue, et elle a fonctionné comme ça. Maintenant, les catastrophes dont parle la Kamana ici, c'est d'abord la traite négrière qui a amené les Africains à devenir méfiants les uns les autres. Parce que pendant la traite négrière, on a séparé. Oui, les Blancs n'utilisaient pas seulement les armes pour tuer les Africains, mais ils utilisaient aussi, ils prenaient en otage des familles entières. Ils prennent la famille de Prof Bilolo, de Willy, ma famille. Il dit, vous devez nous amener chacun 5 personnes, 5 femmes, 5 personnes en bonne santé. Et ce fonctionnement-là a amené une méfiance totale entre les Africains. La méfiance qui survit jusqu'à ces jours. Parce que ça a duré 4 siècles. Et après 4 siècles, sans même un petit repos, nous sommes entrés dans la colonisation, c'est-à-dire dans la dépossession matérielle de nos ressources. Et cette dépossession ne s'est pas arrêtée, puisqu'il a même balkanisé l'Afrique. 1885, oui. Tout ça. Donc, c'est toute cette rupture. Et puis, nous continuons à avoir ces ruptures, c'est-à-dire les Africains sont méfiants les uns envers les autres. Comme je l'ai toujours dit même à Obenga, on dit, mais c'est difficile de quitter, pour un Congolais de Kinshasa, d'aller à Brazzaville. Et même quand vous y arrivez, vous ne vous sentez pas bienvenu. Donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, la réponse fondamentale que nous voulons, c'est que les Africains recouvrent leur mémoire historique. C'est-à-dire, quand ils étaient puissants et forts, c'est-à-dire qu'ils ne se méfiaient pas les uns les autres. Ils étaient ensemble. Quelles sont les voies de récapturer, comme vous avez dit, de recouvrir la mémoire historique? C'est quoi? C'est quand Diop nous en propose 4. La première voie, c'est l'établissement des humanités égypto-africaines. Dans les écoles. Dans des écoles, Oui. Mais regardez Donc, qu'on récupère, pour prendre l'image pour Vilolo, les enfants de l'école du M23 pour qu'on les remette un peu chez leurs parents. Donc, Yawili, regarde, mais les Blancs et même là qui nous font des leçons aujourd'hui, ils ont bien inventé les humanités gréco-latines pour récapturer leur unité fondamentale. À la Renaissance. Oui, c'est ça, bien sûr. Ça, Donc nous devrons réinventer les humanités africaines. africaines. C'est-à-dire à base du pharaonique et du copte. Ok. Parce que les humanités classiques dont on parle là, se basent sur les langues. Et la langue, c'est la langue pharaonique et la langue copte. Quand nous allons commencer, c'est quand Diop donne une image qui me fait parfois peur. Il dit, quand nos enfants seront inclinés à écrire avec des stylés les lettres du pharaonique, un miracle va s'écrire. Tout d'un coup, tout va s'ouvrir. La mémoire historique va... Parce que nous avons transporté ça dans les siècles. C'est ça. Ça, c'est le premier moyen. Oui. Le deuxième moyen. C'est l'histoire. Oui. C'est-à-dire, nous devons vraiment... Enseigner l'histoire. Oui, c'est-à-dire la rendre... L'histoire dans tous les pays du monde a toujours été une discipline scientifique obligatoire. On ne peut pas... Et aujourd'hui, moi je suis dans une université où les gens font des études simples. Ils disent, mais pendant 6 ans des humanités, quel est le temps consacré à l'histoire dans nos écoles secondaires? 0,05 temps pendant 6 ans des humanités. Ça signifie que l'histoire n'a jamais joué son rôle. Mais sans l'histoire, si vous ne connaissez pas votre histoire, si vous ne connaissez pas d'où vous venez... Il n'y a pas de mémoire historique. Il n'y a pas de mémoire historique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance. C'est-à-dire, en fait, tout ce que nous vivons au Congo aujourd'hui, on dit que non, un Congolais ne peut pas devenir riche. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas confiance à un autre Congolais. Nous sommes ici avec tous les gens qui viennent ici, qui s'enrichissent. Troisième méthode, parce que je tiens à ce que nous puissions savoir. Oui. Troisième méthode qu'il propose. C'est ça. Donc nous avons d'abord les humanités égypto-africaines qu'il faut mettre en place. Nous avons l'histoire et c'est la science. La science. Aucune société ne se développe sans science. La science, c'est la science qui résout tous les problèmes dans une société. Et pour que la science puisse s'implanter en Afrique, c'est quand Dieu propose ce qu'on appelle la continentalisation. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui,
quand vous allez en Europe là-bas, vous allez trouver, on vous dit non, vous allez au CERN, le Centre européen de recherche. C'est un truc qui est placé vers la Suisse là. Et c'est tous les Européens qui mettent de l'argent. Quand on a voulu créer la station spatiale au-dessus ici, ce sont les Russes et les Américains et les Chinois qui ont mis de l'argent. Ça signifie qu'aujourd'hui, la science coûte tellement cher qu'aucun pays ne peut y consacrer des moyens. Alors, il faut continentaliser, ça signifie, comme aujourd'hui en Afrique, nous avons un pays qui est puissant en matière de la physique théorique, c'est l'Afrique du Sud. Nous y mettons des moyens pour placer tout ce qu'on appelle des grands laboratoires, et tous les Africains vont étudier là-bas. Si nous disons, par exemple, en matière de minéralogie, tout ça, nous disons c'est le Congo qui a beaucoup de mines, nous y mettons les moyens. C'est comme ça qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle maintenant mettre les moyens ensemble, agglomérer les moyens ensemble, parce qu'aucun pays n'est capable. Donc la continentalisation de la recherche scientifique africaine. Troisièmement, et la science. La quatrième. Oui. C'est les sciences humaines africaines. Qu'est-ce qu'on appelle les sciences humaines? C'est la science de la connaissance de votre propre société. Ces sciences-là, aujourd'hui, en Afrique, sont bloquées parce que nous nous référons à des problématiques occidentales. Les gens fabriquent leurs problématiques, ou les gens font de l'homosexualité. Mais l'homosexualité en Europe, l'homosexualité en Europe, c'est un invariant culturel. Tous les savants que l'autre, chez quand Dieu pas cité ici, le Platon, tout le monde là, des homosexuels. C'est un variant. C'est un invariant culturel. Ils ont voulu tout simplement les remettre à l'ordre du jour en l'acceptant juridiquement. C'est ça ce qu'ils ont fait. C'est une pratique. Les passes là. C'est une pratique dans leur culture. Donc, nous avons besoin, nous, en étudiant nos sciences de la culture, de se référer à l'Égypte ancienne. C'est-à-dire, c'est la seule façon de les moderniser. Parce qu'alors, nous allons comprendre comment notre société est partie de la grande puissance jusqu'à tomber des études, et comment de la désuétude, là, nous allons remonter à la grande puissance. C'est en combinant de ceci. Donc, ces quatre conditions-là sont possibles. Oui, d'accord. Possible, l'Égypte, c'est quand même loin, un peu loin de l'Afrique centrale. Mais vous avez rapproché l'Égypte de l'Afrique centrale. Vous avez trouvé dans cette Afrique, l'Afrique des Bantous, vous avez trouvé des traces de cette Égypte pharaonique, parce que c'était pratiquement la même culture. Il faut nous en parler un tout petit peu. Oui, enfin, la question que vous posez semble présupposer que vous utilisez les cartes du 19e siècle. Au moment où on mettait les grands lacs vers Khartoum. Les Européens ont faussé l'histoire de l'Égypte pharaonique. Ils ont placé les lacs vers Khartoum pour empêcher l'imaginaire des jeunes d'associer la vallée du Nil et le Congo. Mais la vallée du Nil commence au Congo. C'est Miliki, c'est le Nil. Rutshuru, c'est le Nil. Il y a beaucoup d'autres sources là, comme les Lindi et ainsi de suite, qui font partie du Nil. Le Nil commence au Congo. Donc quand vous parlez donc de la civilisation de la vallée du Nil, c'est souvent l'expression que nous utilisons, vous parlez nécessairement du Congo. Je le dis parce que même les politiciens ne sont pas attentifs. Les enseignants ne sont pas attentifs. On est en train d'arracher les Nils du Congo ou de taire les sources du Nil, ou en dessinant de faire comme si il n'y avait pas de sources que j'appelle les sources occidentales, les sources congolaises du Nil. En fait, tout le Nil appartient au Congo. Parce que le royaume que j'appelle le royaume de Matamba, le royaume de Matamba vient jusqu'au 30e degré et à certains points va jusqu'à 31e degré de longitude est, et le royaume de Makoko sur les lacs Lutanzigué
va jusqu'au 32e degré longitude. de longitude. Vous voyez un peu que le Nil, c'est le Congo. L'histoire du Nil, c'est le Congo. Alors, quand on dit, voilà, que les gens de la vallée du Nil, donc du haut Nil, sont descendus petit à petit pour construire ce que nous appelons maintenant l'Égypte pharaonique. On dit les Congolais, je parle en tant que Congolais, mais je pourrais aussi dire les gens du Congo et les Maïmaï ou les Mwenamwezi sont descendus pour aller fonder ce que nous appelons la civilisation du Nil. C'est très important parce que ce n'est pas une civilisation qui est née ex nihilo au nord, non. Et il y a Diogène qui dit non, ce sont les gens du Congo. Les Européens n'aiment pas ça, c'est pour cela qu'ils enlèvent le nom Congo. Ou si je dis les gens de la région des Grands Lacs, les Européens n'aiment pas ça parce que vous allez vous orienter. Ils aiment toujours les concepts comme ça, les Éthiopiens, etc. Mais l'Éthiopie, c'est le Congo. Alors, ces gens sont descendus, ils ont fondé la civilisation. Et quand ils sont rentrés, ils ont pris la décision, vers 650 avant notre ère, ils ont dit non, on ne peut pas toujours être confronté à la défense contre les Miropa ici. Au lieu de nous occuper du bien-être de la population, ils ont pris la décision de rentrer, je dis bien, revenir vers le Congo. Donc nous avons une très grande responsabilité, et même dans le cadre de ces livres, je dirais, et je le dis aussi pour le président de la République et les autres, parce qu'ils s'occupent maintenant de SADES, les toutes premières descriptions des expéditions militaires de l'Égypte pharaonique. L'Égypte pharaonique n'a jamais gagné une guerre seule. C'est toute l'Afrique. Donc les premiers textes vers 3000 ans avant notre ère, 2800 avant notre ère, quand on décrit, on vous dit les Nubiens d'ici, des Wawat, de ceci, de cela, les Libyens, etc. C'est en tant qu'un tout que l'Afrique s'était défendue avant notre ère contre les Miropa. Le président croit qu'il est président de SADES. Moi, je dis non, il n'est pas président de SADES. Il est maintenant président de l'Éthiopie. Parce que ce qu'ils appellent SADES, c'est l'Éthiopie. Sauf qu'ils ont découpé d'une partie de cette Éthiopie, donc la Brazzaville qui n'est pas encore là-bas, le Gabon. Avez-vous trouvé, vous avez vraiment oui. encore la parole, avez-vous quelques indications sur les traces archéologiques qui peuvent prouver que l'Égypte, en réalité, c'est aussi le Congo? Moi, je ne parle pas de traces historiques. Je parle de traces linguistiques. Parce que je trouve que l'argument linguistique est plus fort. Et c'est dans ces cadres-là que j'avais parlé, par exemple, donc vers le dictionnaire Chicam. Mais dans le dictionnaire Chicam, j'ai vérifié la véracité de ce que Théophile Obenga avait avancé. Et j'ai vu que à 100%, il avait raison. J'ai ajouté les Kassaloujibi qu'il a dans Chicam, et vous verrez que ce nom-là, c'est écrit dans l'Égypte antique. Je suis allé même plus loin, mais le livre n'est pas sorti parce qu'il y a beaucoup d'images et que je n'ai pas beaucoup de sous pour les publier. Sur Tshisekedi Wamulumba dans Chicam. En fait, Kassaloujibi qu'il a, ce n'est que c'était deuxième prolongement de la réflexion, parce que je me disais, vous ne pouvez pas louer seulement le mari et oublier sa partenaire. Ce n'est pas pharaonique. Alors, quand vous voyez,
même Tshisekedi Wamulumba, même votre Tshisekedi Chilombo, je peux vous démontrer que ce nom-là est pharaonique. C'est-à-dire exactement quoi quand on dit pharaonique? Pharaonique, c'est-à-dire son écriture et ses sens. Le sens de ce mot-là et son écriture est pharaonique. Merci. Voilà. Merci, prof. Nous allons... vous avez cité un nom, nous allons essayer de l'appeler aussi pour qu'il parle un tout petit peu. Nous allons parler avec le professeur Théophile Obenga, que j'invite dans ce plateau pour parler un tout petit peu. Allez, Théophile Obenga. Dieu qui avait Frédéric Joliot-Curie. Professeur Obenga, pourquoi avons-nous l'impression que les Noirs n'ont jamais rien inventé? Oui, vous le dites si bien, c'est une impression. Oui, mais cette impression nous vient des ouvrages qui signifient que l'Afrique n'a rien inventé au plan scientifique strict. C'est une impression, mais cette impression est fausse. D'ailleurs, aujourd'hui, on reconnaît que l'Afrique a une longue tradition scientifique. Parce que la science, il faut d'abord qu'on définisse aussi ce qu'on attend par la science ou l'esprit scientifique. D'abord, la science, c'est quand vous avez un problème pratique, il faut trouver une solution à un problème pratique. Vous voulez traverser un cours d'eau immense, profond et tumultueux, aller d'une rive à une autre rive. C'est un problème difficile, un problème de mathématiques, un problème difficile. Et il faut trouver une solution. Voilà les mathématiques. C'est à la fois abstrait et concret. Donc, abstrait, il faut raisonner. La rivière est longue, la rivière est immense. Hein, comment faire pour aller de l'autre rive? Il faut réfléchir. Et quand vous trouvez, vous pouvez flotter sur l'eau, aller de l'autre rive et revenir avec un tronçon d'arbre qui ne va pas aller dans l'eau. C'est une solution parfaite et définitive. C'est ça la science. Vous avez un problème difficile, il faut le résoudre en trouvant une solution définitive et parfaite. Il n'y a pas deux solutions. Vous ne pouvez pas traverser le cours d'eau, aller d'une rive à une autre, à moins d'aller dans les airs. Mais si c'est sur l'eau, il faut trouver un moyen qui fasse que vous n'allez pas tomber dans l'eau. Vous avez une pirogue et ça traduit toute la poussée d'Archimède, ça traduit beaucoup de choses, voyez-vous. Donc c'est ça les mathématiques, c'est à la fois abstrait, à la fois concret et devant un problème difficile à résoudre. Or les Africains ont eu des problèmes difficiles à résoudre. La pluie, les orages, les tonnerres. Ils ont les tonnerres. Alors moi, dans ma famille, j'ai le petit frère de mon père, sait comment faire détourner la foudre, ce qu'on appelle paratonnerre. Je ne sais pas comment il faisait, mais il détournait, on n'était jamais foudroyé. Ça tombait au fromager à côté ou au palmier à côté, mais jamais chez nous. Il détournait la foudre. Il avait une espèce de paratonnerre pour détourner la foudre. On ne sait pas trop comment. Il y a plusieurs techniques. Il avait peut-être sa technique. Et comme il est mort, on ne sait plus trop comment il faisait, mais il détournait la foudre carrément. C'était tellement visible que on a vu ces choses-là dans l'enfance. Bon, pour attraper le poisson court dans l'eau. Bon, il faut l'attraper. Bon, Les Africains ont fait la science. Et comme le professeur Théobenga l'a dit avec simplicité, mais des choses très graves, c'est la solution d'un problème définitif et efficace. Donc, on ne peut pas dire que l'Afrique n'avait pas de science, parce que l'Afrique a résolu les problèmes qui se sont posés pour son existence. Sinon, nous ne serons pas là. N'est-ce pas, Prof Bilolo? Oui, non seulement les dire comme ça, non. Ils ont réellement écrit ces solutions. Nous avons des livres pharaoniques de mathématiques. Nous avons des livres pharaoniques de la médecine. Nous avons des livres pharaoniques de physique, de l'architecture, ainsi de suite. Les livres existent, qu'on ne vous trompe pas. Parce qu'on veut donner, oui, la façon dont ils ont marché, là, ils ont fait la science. Non, non. Nous avons écrit. Mais comment? Nous avons le premier traité de toutes les sciences.
Et j'irai même plus loin parce que le professeur Obenga dit, quand il parlait, trouver des solutions. Oui. La science peut servir à quoi? Comment dominer les Noirs? C'est ça l'occidentologie. Comment dominer les Africains et confisquer l'Afrique? Alors, pour nous, la science, c'est quoi? Comment nous défendre contre l'Europe et libérer l'Afrique? Ce ne sont pas deux perspectives identiques. Quelles sont les techniques? Quelles sont les connaissances que nous devrions libérer pour défendre ces continents, pour défendre les Congos? C'est ça. Si nous sommes des scientifiques africains, et je pense que nous le sommes, et je pense aussi, je ne le pense pas, j'ai eu l'occasion de le constater, que le professeur Kabongo Malou Lé, nous tentons de répondre à cette question. On dit au président de la République, comment pouvons-nous défendre le Congo qui est menacé? Comment pouvons-nous défendre l'Afrique? Et nous sommes prêts à sacrifier les restes de notre vie pour que nous puissions contribuer à la solution de la défense du Congo et de l'Afrique. Et c'est ça les livres que vous avez en main. Et d'ailleurs, je vais lire un extrait. Le prof Kabongo dit, et quand un peuple se réinvente pour panser les plaies, dépasser les traumatismes subis, se réinventer de nouveaux horizons et se doter d'un nouvel imaginaire, ce peuple revient sur lui-même. Il capitalise son passé fastueux pour s'approprier de nouveaux repères créatifs de son historicité. En se mettant au centre de toutes ses préoccupations, ne parlant que de lui-même, il est afrocentrique. Et le prof Kabongo dit, Molefi Kete Asante explique, il cite quelqu'un d'autre, il dit, l'expérience africaine doit être première pour les Africains. La centralité de l'expérience africaine, l'Afrique comme ultime point de référence en principe scientifique opérationnel, consiste à étudier les idées et les événements du point de vue des Africains perçus comme agents plutôt que comme victimes. Il s'agit de l'Afrique qui s'affirme intellectuellement et psychologiquement, cassant les chaînes de la domination occidentale sur nos esprits, afin que nous puissions nous libérer dans tous les domaines. Voilà ce que vous dites. Alors, il y a un panafricaniste, un jeune, qui n'est peut-être pas un savant, qui n'a pas l'envergure des grands professeurs, mais qui, lui, il s'est dit, lui, il va titiller l'Europe, titiller les Blancs, titiller les autres, pour que l'Afrique puisse se revenir. Il s'appelle Kémy Séba. Je voudrais que vous puissiez le suivre un tout petit peu. Kémy Séba. Bonjour à vous, c'est un plaisir d'être avec vous dans cet entretien. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité, dont l'objectif d'obtenir collectivement notre souveraineté et de pouvoir peser dans ce concert des nations où seuls les blocs civilisationnels se font entendre, c'est comprendre la nécessité d'agir dans l'optique de l'unité. Nous sommes à la fois diverses et variées, et à la fois nous avons un tronc commun des plus profonds, dont parlait Cheikh Anta Diop et dont je parle dans mon dernier ouvrage « Philosophie de la panafricanité fondamentale », et où j'explique qu'il peut y avoir diverses branches, mais il y a un seul tronc, les mêmes racines. Et donc le panafricanisme, c'est ça, c'est comprendre qu'on a nos spécificités. Le Congolais, le Royaume Congo, c'est le Royaume Congo. Il y a le Nigeria, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a le Sénégal, il y a le Mali. C'est des cultures diverses. Il y a l'Éthiopie, il y a l'Afrique du Sud, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, sinon on va faire toute l'émission. Mais dans ces diversités, il y a une richesse commune et une racine commune. C'est très important de le préciser. Et le panafricanisme, c'est, pour reprendre le terme de Don Helder Camara, dans l'acception qui était la sienne, c'est la théologie de libération ou l'idéologie de libération et d'autodétermination des peuples, entre guillemets, négro-africains, de manière générale.
dans l'émission Le Lama. Voilà, Kémy Séba, qui est lui-même s'appelle aujourd'hui un panafricaniste et il a raison. Oui. L'Afrique, c'est un grand activiste, oui, oui. On a voulu quand même lui faire un plein clin d'œil. Il y a quelques années, il m'avait accordé une interview à Paris. C'était difficile parce qu'il était lui-même déjà interdit d'arriver à Paris. Oui. Donc on l'a même confisqué à l'époque son passeport. Il a donc fallu aller le chercher vers Roubaix pour pouvoir faire cette interview. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de minutes pour terminer cette émission. Vous voyez que c'est passionnant et même mes techniciens qui ne sont pas adeptes de ces questions sont attentifs. Il reste les rôles de l'Afrique, du Congo. Le Congo doit jouer un rôle. Et je crois qu'il y a deux personnages politiques qui ont essayé de dire. Lumumba avait dit que l'histoire du Congo, ça ne sera pas celle qui est écrite en Belgique, en France, c'est celle que vous écrivez maintenant. Mais en réalité, il parlait de l'histoire égypto-africaine, il parlait de notre histoire, celle ancienne. Mais il y a aussi les autres peuples qui parlent du Congo. Avant que nous n'abordions la question fondamentale qui nous reste, comment le Congo peut être, et finalement, l'épicentre, la gâchette qui va révolutionner cette Égypte antique, il y a le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Vous voyez, dans le conflit actuel, tout le monde vient au Congo. Récemment, avec la guerre qui est à l'Est, nous avons vu le président français arriver, nous avons vu le premier ministre, beaucoup de gens viennent. Benjamin Netanyahu, en parlant simplement, il dit quelque chose sur le Congo que je voudrais que vous puissiez suivre. We are not the Belgians in the Congo. Nous ne sommes pas les Belges au Congo. Nous ne sommes pas les Hollandais en Indonésie. Nous ne sommes pas les Britanniques en Afrique du Sud. Nous avons toujours été là depuis toujours. Nous avons été au Congo. Et si vous voulez, nous avons été en Indonésie. Nous avons été chassés du Congo et il ne s'est rien passé depuis. Il n'y a rien eu. Pas un peuple, pas de développement, rien. Maintenant, nous sommes de retour sur notre terre pour construire. Les Arabes et les gens de la Palestine, ceux qui sont des terres voisinantes, nous regardent et disent « cette terre ne vous appartient pas ». Maintenant, c'est le siècle où la propagande de la Palestine tombe caduque. Et ce que j'ai mis dans mon actuel livre, qui est ma propre histoire, et un autre livre de moi écrit auparavant, pour démontrer, et vous savez quoi? Ce qui est intéressant est ceci. Jusque-là, et c'est frappant, aucun fait relevé dans ces livres n'a été contesté. Ça, c'est Benjamin Netanyahu. Je crois que vous avez tous entendu et ça peut vous intriguer. Nous avons été au Congo et nous sommes partis du Congo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a intrigué et j'ai continué mes recherches. Et je voudrais maintenant que vous puissiez suivre le dernier élément par rapport à cette présence juive au Congo. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que n'oublions pas que les Juifs étaient aussi esclaves en Égypte. Alors, sont-ils descendus avec ceux qui sont revenus? Comme disait le professeur Bilolo, nous ne le savons pas, mais suivons ces derniers extraits. Ce qui a été vraiment pour plusieurs années un fil conducteur dans notre étude de toute cette question, c'est l'écriture hébraïque que l'on retrouve au Congo. On l'a retrouvée dans une grotte qui s'appelle la grotte de Lovo, dans le sud du Bas-Congo. Ce sont deux Belges, Ray Makers et Van Moorsel, qui ont donc fait une étude sur ces grottes en 1960. Et ils ont découvert dans ces grottes 17 signes sur les 22 signes que comporte l'alphabet paléo-hébraïque. Nous vous montrerons au montage à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Ktav Ivri, c'est-à-dire l'écriture hébraïque pure, la première que Moïse avait reçue au mont Sinaï. Ce n'était pas l'écriture ashurite, telle que nous voyons aujourd'hui l'hébreu moderne, c'était une écriture qui ressemble beaucoup plus à une forme de hiéroglyphe. Et cette écriture, nous la retrouvons donc au Congo en 17 exemplaires. Nous avons les citations de ces scientifiques qui disent que sur les 17 signes que l'on retrouve au Congo, nous avons des similitudes. Ce n'est pas des similitudes, c'est identique à l'écriture paléo-hébraïque ou le Ktav Ivri. Donc maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que, bien sûr cette écriture est arrivée là-bas, nous l'avons déjà vu au fur de ces épisodes, les enfants d'Israël sont descendus en Afrique centrale, certains sont montés en terre de Canaan, mais nous avons eu cette séparation. Comme nous l'avons dit, le côté masculin, le côté féminin,
Maungu. Et ce que nous voulons faire à présent, c'est continuer nos recherches pour voir où ailleurs en Afrique nous trouvons des traces de cette histoire. Nous allons partir à Madagascar, nous allons partir en Namibie, nous allons même partir dans les Antilles, en Haïti et autres, où nous avons des réminiscences très fortes du peuple d'Israël. Vous verrez que tout ce puzzle, qui est vraiment aujourd'hui quelque chose que, en fait, c'est plus contournable. Il y a quelques années encore, personne ne parlait de ces questions. Qui est israélite, qui est juif, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était la couleur des juifs anciens? Comment est-ce qu'aujourd'hui nous avons des juifs qui sont devenus blancs, alors qu'eux-mêmes savent que les juifs de l'époque n'étaient pas blancs? Le Pirkei des Rabbi Eliezer nous dit Shem était Sharor Venaim, c'est-à-dire noir et beau. Donc nous savons maintenant que cette question-là est au centre du débat actuel, aussi avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Nous ne allons pas rentrer là-dedans maintenant, mais sachez seulement que pour notre vision des choses, le plus important, ce sont les midot tevot, le bon comportement, et c'est comme ça que l'on reconnaît un vrai. Je crois que si on cherchait une preuve, vous l'avez. Vous l'avez, et ça vient des Israéliens qui disent, effectivement, beau et noir. L'Égypte était noire, et comment les Juifs sont devenus aujourd'hui blancs, alors qu'à l'origine, ils étaient des noirs, comme Moïse. On ne va pas rentrer dans toute cette situation qui effraie énormément, beaucoup d'impostures assumées. Mais je voudrais, professeur Bilolo et professeur Kabongo, qu'on va clôturer cette émission, c'est par rapport au Congo, donc notre pays. Nous avons là un rôle à jouer, et ce n'est pas loin, le Congo central. Là où se trouvent ces écritures, c'est pas loin. Nous avons un rôle à jouer en tant que peuple, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l'Afrique. Si l'Égypte pharaonique commençait par le bassin du Nil, ce bassin du Nil, c'est au Congo. Quel doit être le rôle du Congo dans cette remontée vers la surface, vers l'air pur et vers l'identité africaine? Professeur Bilolo, et puis nous allons clôturer avec vous. Oui, je voudrais d'abord dire que ce livre ici est sorti dans le cadre de l'Institut africain d'études prospectives, département de prospective et de recherche sur l'intégration africaine. C'est un observatoire, donc vous verrez l'unité de recherche, observatoire de la rencontre entre l'Afrique et le reste du monde. L'Israël est une province de l'Égypte ou de l'Afrique. Beaucoup d'Africains ne sont pas très sensibles à ça. Sinaï fait partie de l'Égypte même jusqu'à aujourd'hui, malgré les guerres où on a pris, il y avait la guerre de l'époque, on a pris une partie, mais cette partie-là d'Israël, ça fait partie, ce sont les frontières de l'Afrique, les frontières donc nord-orientales de l'Afrique. Il faut le savoir, c'est pour cela nous doutons quand on parle de l'exode, tu vas où? Parce que tu es dans ton propre pays. Au gars on dit, il serait des esclaves en Égypte. Nous n'avons pas de preuves historiques de cela. Donc, parce que ce sont des Égyptiens et qu'il y avait même en Égypte le mouvement de syndicats où les gens allaient accuser chez le pharaon s'ils n'avaient pas les salaires qu'il fallait. Il faut savoir vraiment que la partie, il y a des nuances dans ce que je formule, la partie là que vous appelez aujourd'hui Israël, ça fait partie de l'Afrique. 2. Le mot même Israël, que nous retrouvons pour la toute première fois vers 1200 dans les textes qu'on appelle stèles donc d'Israël, donc c'est un roi, donc j'ai oublié actuellement son nom. C'est un texte égyptien, donc c'est un texte pharaonique, c'est-à-dire le mot même Israël, c'est un nom africain. Ce n'est pas un nom qui nous est venu de Babylone. Donc c'est notre nom. Donc en Tchoulouba, je dirais Koussalala, ou Lussal, etc. Donc on peut trouver des termes pour expliquer ce nom-là. En fait,
c'est un mot bantou, parce que quand les gens le prononcent, tentent de se lier à la prononciation française, mais il n'active pas ce que j'appelle la mémoire linguistique et l'oreille linguistique. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que je suis en train d'entendre. Donc je n'ai pas besoin qu'une personne à l'extérieur vienne me dire ce mot-là signifie pour moi, dans mon oreille linguistique et dans ma mémoire linguistique, ce sens. Donc nous sommes vraiment à la base. Nous faisons quoi? Parce que nous clôturons l'émission, mais... Oui, donc il faut que le président de la République, parce que tout revient au président de la République, prenne conscience qu'il est président d'une des nations qui possède la mémoire historique de l'humanité. Être un président congolais, ce n'est pas comme être un président américain, ou français, ou anglais. Non, il est 10 fois plus que ces gens-là. Comprendre sa place dans l'histoire du monde, dans le devenir du monde, parce que sa nation, son pays, incarne les black box de la mémoire historique de l'humanité. C'est une grande responsabilité. J'ai eu peut-être pas grondé, mais je lui ai écrit au responsable du collège de la recherche scientifique, à la présidence, et puis aussi de la culture, pour lui dire non. Nous sommes une grande nation. Vous ne pouvez pas être là, au collège de la recherche scientifique, au collège de la culture et du patrimoine, laissez passer cette capacité. Vous avez une grande nation. Vous êtes en train de laisser les Gabonais, non pas les Gabonais, mais les Camerounais, les Nigériens, les Béninois, etc., parler de la mémoire historique. Vous faites comme si la mémoire historique que vous incarnez, même linguistiquement, ne jouait aucun rôle. C'est un appel que je lance au président de la République en personne, parce qu'autour de lui, je constate que les conseillers considèrent l'activation de la mémoire historique, la valorisation de la place du Congo dans l'histoire de l'humanité et le rôle même qu'un président congolais peut jouer, n'importe quel président, parce que l'histoire est longue. Ce sont des millénaires, donc après Tshisekedi qui va bientôt passer, donc nous aurons aussi d'autres des siècles durant qu'ils prennent conscience de ça, qu'ils défendent cet héritage pharaonique et qu'ils se mettent devant et que le Congo puisse jouer son rôle au cœur de l'Éthiopie. Merci. Professeur Emmanuel Kabon, nous allons conclure cette émission. Toujours après l'appel vibrant et puissant, presque atomique, lancé par le profil Lolo. J'espère que ça va arriver à la personne et à toutes les autorités. Je voudrais que vous puissiez conclure. Oui. Vous savez, toute l'œuvre de Cheikh Anta peut être lue sous forme d'une géopolitique de la puissance. Aujourd'hui, nous savons que les pays puissants sont des pays qui disposent de grands territoires, qui disposent de grandes ressources naturelles, qui disposent aussi d'un nombre élevé de la population, et on y ajoute la technologie. Au jour d'aujourd'hui, l'Afrique est toujours restée un petit continent avec des petits pays, parce que c'est le seul continent où il y a 56 pays. Tous les continents, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, n'ont pas autant de pays. Alors, Cheikh Anta Diop nous dit la meilleure façon de redevenir un pays, n'est-ce pas, un continent puissant, c'est ce que l'Afrique doit devenir un pays continent. Au lieu d'être un continent découpé en petits morceaux, il doit devenir un pays continent. Et pour devenir un pays continent, nous devons construire ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique, c'est quoi? Ça signifie que le Congo ne va pas perdre sa personnalité, mais
comme les États-Unis, nous allons peut-être avoir une armée commune, parce qu'au jour d'aujourd'hui, aucun pays africain, aucun, même la puissante Afrique du Sud, ne peut résister à des pays comme la petite Belgique ici, l'Italie. Mais regardez, M. Willy, tous les grands pays africains, le Nigeria, avec Boko Haram, c'est pratiquement un tiers du Nigeria qui échappe au contrôle de l'État. Le Mali est notre grand pays qui est pratiquement coupé à moitié par des terroristes, des djihadistes qui ont de très grands moyens. Et le Congo ici. Oui, même et regardez même, les Blancs ont réussi à découper le Soudan en 4 morceaux, en 3 morceaux, c'est-à-dire Soudan Sud, Darfour et tout ça. Donc, les Africains doivent se rendre compte de la nuisance, de la mauvaise foi de l'Occident. L'Occident ne peut pas penser à nous comme un espace de puissance, un espace de solidarité, non. L'Occident, au contraire, est en train de découper en tout petits morceaux l'Afrique. La guerre que nous mène ici, c'est justement cette guerre qu'on nous mène par, on dirait, quand vous dites M23 par Kagame interposé, moi je dirais c'est Kagame M23 par l'Amérique interposée. C'est l'Amérique, c'est cette puissance-là qui a découpé l'Amérique du Sud, l'Amérique latine en des petits morceaux, qui veut découper encore l'Afrique. L'Afrique a été déjà balkanisée. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle la sud-américanisation. À la conférence de Berlin, l'Afrique a été balkanisée, coupée en des petits morceaux. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, les petits morceaux qui sont restés là, il faut les rendre encore plus puissants, en les découpant, et en faire comme on avait fait en Amérique latine, où un pays comme le Chili dépendait d'une société américaine qu'on appelait American Fruit. Donc, c'est ça ce que je voulais. Donc, l'idée de Cheikh Anta Diop, c'est de dire aux Africains, retrouvez votre identité d'origine. Cette identité d'origine va vous donner la puissance de vivre ensemble, c'est-à-dire d'oublier toutes ces petites querelles. Ces querelles que nous avons ici, ce sont des Blancs qui sont venus les installer avec la traite négrière, la colonisation. Donc, nous disons aujourd'hui, le rôle du Congo, c'est le Congo ici. Tous les panafricanistes, depuis Cheikh Anta Diop, pensent que le Congo, c'est le moteur de l'histoire africaine parce que le Congo a non seulement les territoires, il a les eaux et les forêts, il a les ressources naturelles, il a des espaces parce qu'au Congo, nous pouvons accueillir même 300 millions de gens. Sauf que cela doit se faire dans ce qu'on appelle un panafricanisme rationalisé. Merci. Ouais. Merci, professeur. Bon, c'est pour cela que vous voyez, tous les pays de l'Amérique là ne combattent pas le Congo, ils combattent l'Afrique. Et les Africains, et j'ai beaucoup admiré le président Tshisekedi, qui a fait le tour de l'Afrique pour dire aux gens, venez ici, travaillons ensemble. Parce que c'est la conscience des Africains qui va aider l'Afrique à renaître. Merci, professeur Emmanuel Kabongo. Merci. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. J'ai donc simplement 2 petits extraits pour clôturer cette émission. Et je les puise dans ce livre magnifique. L'Afrique appartiendra-t-elle aux Africains en 2063? Actualité du plaidoyer de Cheikh Anta Diop pour les États-Unis d'Afrique noire. Cheikh Anta Diop dit ceci, et je cite dans le livre du professeur Kabongo, il dit « Ce sont les grandes idées directrices d'une action générale qui nous manquent le plus. On a réussi à nous en dégoûter. Et pour masquer cette carence, nous nous faisons passer volontiers pour des réalistes. Toute attitude qui tend à transcender la situation quotidienne pour avoir une vue d'ensemble des problèmes réels, objectifs, qui existeraient même en dehors de celui qui les examine, est jugée spéculative. Cheikh Anta Diop, dans Alerte sur le tropique en présence africaine, publié en 1955. Deuxième extrait, toujours de Cheikh Anta Diop, pour terminer. Il importe que les Africains se rendent compte que les problèmes d'une région quelconque, comme aujourd'hui au Congo, si particuliers qu'ils puissent apparaître, sont, quant au fond, des problèmes continentaux. Il importe donc de poser comme principe l'idée d'une fédération d'États démocratiques africains allant du Sahara au Cap, en passant par le Soudan dit anglo-égyptien. Cheikh Anta Diop, Alerte sur le tropique, page 100, Alerte sur le tropique, écrit publié en 1990. Voilà. Je suis heureux de terminer cette émission avec 2 éminents professeurs, mais surtout des éminents africains. Et je suis content d'avoir appris beaucoup de choses ce soir. Et je pense ne pas être le seul. Et je voudrais donc dire à tous ceux qui nous ont suivis ce soir que
chacun a ce rôle à jouer. Si aujourd'hui on a interpellé les chefs de l'État pour dire qu'il avait entre ses mains les clés de la mémoire historique de l'humanité, chacun de nous doit avoir cette attitude-là pour restaurer d'abord lui-même cette mémoire pour lui-même. Chacun doit savoir qu'il n'est pas simplement l'objet qui a été l'objet de la dictature, de la colonisation de la terre négrière. Nous sommes des grands des aînés de cette humanité. En tant que peuple, nous devons donc jouer ce rôle-là. Mesdames et messieurs, merci. Merci surtout au professeur Emmanuel Kabongo, merci au professeur Bilolo, égyptologue. J'espère qu'il aura le temps de revenir un peu sur ces plateaux une autre fois. Quant à nous, nous vous disons de ne pas quitter Géopolis et de ne pas changer de chaîne, parce que tous vous attendez ce match-là de Léopard. Et ici chez nous, à Géopolis, d'ici quelques minutes, nous allons diffuser ce match. Ne quittez donc pas la chaîne, vous n'avez pas besoin de changer, d'aller dehors. Restez chez vous, asseyez-vous, prenez un verre d'eau. Le match va suivre, mais aujourd'hui, restez connectés parce que nous avons été dans cette Égypte pharaonique. Au revoir.